Alors bonjour à tous, bienvenue sur ce live autour de la santé mentale. Nous avons déjà 39-40 participants. On va attendre encore 1 à 2 minutes que les derniers arrivent et se connectent sur le call. Je vais déjà vous parler de quelques règles aujourd'hui. Donc l'idée, c'est que vous puissiez participer bien évidemment durant ce live. Et ce qu'on vous propose, c'est de participer sur le chat. Et une session de questions-réponses aura lieu à la fin. Donc vous aurez 15 minutes avant la fin de l'événement pour pouvoir justement aborder les différents sujets, les commentaires aujourd'hui. Voilà, donc on a déjà un premier message. Bonjour à tous. Alors, donc l'objectif d'aujourd'hui, je pense qu'on peut commencer déjà à aborder l'intention de cet événement. C'est d'aborder la santé mentale et notamment de revenir sur ce sujet qui est parfois tabou, le jour de la journée mondiale de la santé mentale. C'est un sujet important qui est adressé par les responsables en RH en entreprise. Et l'idée d'aujourd'hui, c'est de parler du contexte social et sociétal actuel, la santé mentale en entreprise et le rôle des responsables en ressources humaines, et également des bonnes pratiques, des solutions et des outils pour soutenir les collaborateurs et collaboratrices en entreprise. Donc l'idée du live aujourd'hui, c'est un regard croisé sur cette thématique qui aura lieu sous forme de discussion. Donc premièrement, je vais me présenter, je laisserai les autres intervenants le faire juste après. Je suis Jennifer Lemort, je suis ingénieure pédagogique chez Chance. Je travaille à la conception des programmes et je suis accompagnée de Tariq Deloum, qui est chargé de marketing auprès des entreprises et qui sera notre modérateur du chat aujourd'hui. Et donc, très rapidement, pour vous présenter Chance, c'est une communauté solidaire qui réunit des milliers de personnes et d'organisations autour d'une mission commune, l'égalité des chances professionnelles. Au cœur de cette communauté, nous avons un parcours de coaching digital qui dure 3 mois et qui est financé entre autres par le CPF et qui est à destination de toute personne, de tout âge, des cadres, non-cadres, demandeurs d'emploi ou des personnes éloignées de l'emploi. Et l'idée, c'est de dépasser ces barrières et choisir la voie qui lui ressemble. Et donc, je donne la parole à Alexandre Stourbe, si tu veux bien te présenter. Merci Jennifer, bonjour à toutes et à tous. Je m'appelle Alexandre Stourbe, je suis le directeur général du Lab RH. Le Lab RH est une association qui a pour objectif de promouvoir l'innovation RH en France. On fédère au sein de notre écosystème deux grandes catégories de membres. D'un côté, ce qu'on appelle, nous, les startups, donc toutes ces entreprises qui proposent une innovation à destination des RH. Et on a la chance d'avoir Mocacare et Chance, membres du Lab RH. Et de l'autre côté, des corporates, ce qu'on appelle nous les corporates, donc toutes les entreprises qui s'interrogent sur la transformation de la fonction RH, la transformation de leurs organisations et le futur du travail. Et donc notre ambition, c'est vraiment d'inspirer les RH pour les rendre acteurs du futur du travail. 315 startups, 70 adhérents corporate. Merci Alexandre. Alors, je te donne la parole maintenant, Pierre-Étienne. Top, merci à tous, bonjour. Donc Pierre-Étienne Bidon, cofondateur, co-CEO de Mocacare, que j'ai créé il y a presque 3 ans maintenant, c'était en janvier 2020, avec une conviction sur un sujet qui à l'époque était encore assez peu abordé, qui était le sujet de la santé mentale, dont on parle beaucoup plus aujourd'hui. Sinon, à part ça, je suis papa d'une petite fille, j'ai aussi un deuxième enfant en cours et je suis un grand fan de sport, je fais beaucoup de kitesurf et de parapente. Et pour vous en dire plus sur Moca, ce qu'on fait, en fait, on permet aux entreprises tout simplement de créer une croissance saine grâce à la santé mentale et en prenant soin de la santé mentale de leurs collaborateurs. Donc ça va en fait de la sensibilisation des managers via du contenu, des sessions collectives, à aussi l'accompagnement individuel de collaborateurs qui en ressentent le besoin. Il y a une communauté de psychologues qu'on sélectionne maintenant dans 12 pays, essentiellement en Europe, et on accompagne un peu plus de 150 entreprises sur le sujet aujourd'hui. Voilà. Super, merci à vous deux de cette présentation. Alors, pour démarrer ce live, je voulais vous partager quelques chiffres et aussi la définition de la santé mentale selon l'OMS. Donc, c'est un état de bien-être qui permet à chacun de réaliser son potentiel, de faire face aux difficultés normales de la vie, de travailler avec succès et de manière productive et d'être en mesure d'apporter une contribution à la communauté. Donc, dans ces définitions, on aborde vraiment cet aspect travail, productivité et la façon dont on va aborder son travail au quotidien. Et donc, quelques chiffres pour démarrer. Selon l'étude de la DREES, donc la Direction de la recherche, des études, de l'évaluation et des statistiques, en mai 2020, après le premier confinement, 13,5% des personnes âgées de 15 ans et plus vivant en France présentaient un symptôme dépressif.
Cette moyenne correspond à une augmentation de 2,5 points par rapport à 2019 et elle concerne particulièrement les 15-24 ans. Donc, il y a quand même un doublement des chiffres, hein, puisqu'en mai 2020, 22% d'entre eux présentaient des troubles dépressifs contre 10,1% en mai 2019. Et les femmes sont particulièrement touchées, avec 15,8% en 2020 contre 12,5% en 2019. Et d'après Santé publique France, les troubles dépressifs seraient à l'origine de 35 à 45% des arrêts maladie. Et rien qu'au cours du mois de mars, 18% des salariés français ont été arrêtés au moins une fois contre 11% en 2021. Donc oui, le Covid est à l'origine de la plupart de ces arrêts, mais hors Covid, les troubles psychosociaux, dépression, anxiété, stress, épuisement professionnel arrivent en deuxième position. Et vous avez sans doute déjà entendu parler du quiet quitting, c'est un peu ce qui matérialise aussi autrement que les arrêts maladie, ces troubles psychosociaux, c'est le fait que les salariés effectuent les missions qu'on leur confie, mais ne font rien de plus et témoignent d'une volonté d'un meilleur équilibre entre vie professionnelle et personnelle. Ils cherchent à ralentir leur investissement, leur implication au travail pour se préserver et disent stop à la surcharge, aux heures supplémentaires, aux appels et mails au-delà des heures de travail et stop à l'implication excessive qui n'est pas valorisée. Donc moi, aujourd'hui, ce que j'ai envie d'avoir, c'est votre point de vue, Alexandre et Pierre-Étienne, sur ce sujet. Et on peut démarrer déjà sur le contexte social et sociétal qui est aujourd'hui autour de ce phénomène, autour de la santé mentale en entreprise. Est-ce que, Alexandre, tu veux... Oui, avec plaisir, Jennifer. Comme l'a mentionné Pierre-Étienne, en effet, il y a eu une sorte d'accélération de cette prise de conscience de la part des entreprises sur le sujet de la santé mentale dans les entreprises, avec la crise sanitaire qu'on a vécue il y a un peu plus de 2 ans maintenant, le démarrage de cette crise sanitaire. Mais finalement, cette santé mentale existait déjà avant dans les entreprises, mais elle n'était pas matérialisée, on n'en parlait pas trop, c'était quelque chose d'assez tabou, et ça a été plus mis en avant. Nous, on l'a vu, un côté écosystème startup, un certain nombre d'entreprises de startups qui se sont lancées justement sur le sujet de la santé mentale. Et aujourd'hui, la santé mentale, pour moi, enfin pour nous, l'ABRH, c'est un sujet que les entreprises doivent prendre et les entreprises ont un rôle sociétal par rapport à ça. Alors, tu l'as mentionné, Jennifer, le quiet quitting. Alors, avant le quiet quitting, en fait, il y a eu la grande démission, on a parlé de la grande démission, puis de la grande rotation, puis maintenant du quiet quitting. Je ne dis pas que les choses vont dans cette évolution-là, mais c'est des choses qui se ressemblent. En fait, c'est une prise de conscience dans la grande démission, c'est j'en ai marre d'être salarié, j'ai envie de vivre ma vie telle que je l'entends moi et donc d'avoir mon équilibre de vie pro-perso comme je l'entends. Donc, je démissionne de mon entreprise pour devenir freelance. La grande rotation, on l'a vu en France, c'est OK, je suis dans une entreprise, mais je vais aller chercher peut-être une meilleure qualité de vie professionnelle dans une autre entreprise. Et donc, c'est cette grande rotation où il y a une raréfaction des compétences. Et donc, je vais aller, moi, en tant que candidat, plus facilement dans une autre entreprise. Et puis là, la nouvelle tendance, alors moi je trouve que c'est un peu marketing comme terme, hein, mais le quiet quitting, en effet, je suis dans une entreprise et puis je vais faire ce qu'on me demande de faire, mais je ne vais pas aller plus loin parce que, encore une fois, je préserve ma santé mentale. Maintenant, une chose est claire et sûre, c'est que les entreprises ont ce rôle sociétal. De un moment donné, je prends une compétence du marché, je la fais travailler dans mon entreprise et à un moment donné, elle va repartir sur le marché. Et donc, je dois renvoyer cette compétence dans la vie, j'allais dire sociale, sociétale, pas en dépression, pas en burn-out, mais en ayant travaillé sur un meilleur équilibre de vie, une meilleure santé mentale. Et donc, le sujet de la santé mentale est un sujet qui est hyper important, adressé depuis 2 ans dans les entreprises, qui continue d'être adressé. On pensait que c'était quelque chose d'éphémère avec la crise sanitaire en 2020. Et puis finalement, ça reste clairement ancré dans le rôle des DRH que de travailler sur le sujet de la santé mentale. Alors après, il n'y a pas que ça, il y a aussi, tu as évoqué, Jennifer, tous les sujets de stress hyper importants. Il y a une guerre aux portes de l'Europe, il y a le sujet de l'éco-anxiété, la transition écologique et la dégradation du climat, ça rend les salariés beaucoup plus anxieux. Bref, il y a tout un contexte psychologique pour les salariés qui se retrouvent dans des situations de stress, de mal-être assez fortes. Et puis, alors ça, c'est que mon interprétation. Je vois aussi finalement sans stigmatiser la jeune génération, mais une jeune génération qui voit leurs parents qui ont 50, 60, 70 ans et qui finalement ont tout donné pour l'entreprise, qui, pour beaucoup d'entre eux, malheureusement, ont divorcé, ont vécu des maladies et pour in fine pas grand-chose.
Et donc, du coup, les enfants se disent, bah, pourquoi vivre cette vie qu'ont vécu mes parents, qui est une vie hyper dure, alors que finalement, je peux être maître de mon destin. Donc voilà, donc il y a une vraie prise de conscience autour de ça. Et puis, je vais ouvrir le sujet santé mentale. Aujourd'hui, on voit dans les entreprises et de la part des RH une responsabilité des entreprises et des RH à travailler sur la santé financière maintenant des salariés. Donc, on voit vraiment que le sujet de la santé au sens large est pris à bras le corps par les entreprises. Merci Alexandre. Est-ce que tu veux rajouter quelque chose, Pierre-Étienne? Oui, écoute, avec grand plaisir. On va y revenir aussi tout à l'heure, mais je pense que le rôle de l'entreprise, c'est pas uniquement un rôle désintéressé en fait, ou purement aussi humain. Enfin, ça a un vrai impact sur la stratégie globale de l'entreprise et on va y revenir ensuite. Sur les aspects de contexte, pour pas répéter ce qui a été dit, moi j'aimerais focaliser sur deux populations qui ont été les populations peut-être les plus touchées en fait, par le sujet de la santé mentale ces dernières années, en lien avec le Covid, mais pas que, ça va beaucoup plus loin que ça. C'est la population des jeunes salariés, donc on considère comme jeunes, il y a plein de débats là-dessus, mais en dessous de 30 ans, et la population des managers. Donc, sur la population des salariés de moins de 30 ans, en fait, nous, ce qu'on a observé, c'est qu'ils sont de plus en plus nombreux à se dire stressés au travail. Typiquement, 50% en 2022, 52% pardon, versus 47% il y a ne serait-ce que 2 ans, voire épuisés. Ça, le pourcentage a augmenté de plus de 10% pour passer à 52% en 2022. Et la même évolution, en fait, elle a été observée chez les managers, pour qui, en fait, ces chiffres sont nettement au-dessus de la moyenne. Par exemple, il y a 48% des managers aujourd'hui qui se déclarent stressés au travail, versus 40% pour l'ensemble des salariés. 59% qui se disent épuisés, ce qui est un terme quand même, je le répète, très fort, même au moment de répondre à un questionnaire. Et 44% qui ont du mal à concilier travail et engagement personnel et familial. Donc, ça, nous, c'est ces deux populations qu'on regarde beaucoup chez Moka et qui, en fait, détonnent un tout petit peu des évolutions sociétales globales. Ensuite, ce qui ressort de l'étude qu'on a pu faire sur le sujet, c'est que en fait, la nouvelle génération attend que l'entreprise s'empare de ce sujet, du sujet de la santé mentale. Par exemple, pour 88% des gens qu'on a sondés, l'entreprise doit prendre conscience de sa responsabilité en termes de santé mentale. Et le premier critère que va rechercher un salarié, c'est, je cite, la bienveillance et l'équilibre de vie. C'est plus le salaire, c'est plus le prestige de l'entreprise, etc. Et donc, ça fait le lien peut-être avec les thématiques qu'on va aborder dans la suite de l'échange, mais ça devient en fait aussi pour les entreprises euh, plus, j'ai envie de dire, encore plus qu'une obligation sociétale, ça devient vraiment un pilier de stratégie d'entreprise. Et justement, merci de faire le lien sur la suite. En quoi c'est un pilier de stratégie pour l'entreprise de préserver la santé mentale des salariés? Si tu veux, je peux prendre la main et après, Alexandre, je te laisse compléter. Mais le, le... déjà, nous, en fait, ce qu'on a observé, c'est que bien sûr, il y a un rôle humain avant tout. Et Alexandre, tu le mentionnais, c'est de dire, bah, on est des hommes et des femmes comme tout le monde. Et il y a juste une relation en fait à créer au sein d'une entreprise. Et ça se fait pas juste à coup d'OKR, d'objectifs, etc., mais aussi de relations et en prenant en compte la santé mentale d'une personne. Et ça a été vraiment transformé potentiellement et en grande partie par le Covid, avec des relations à distance qui sont peut-être plus compliquées à gérer sur sur ces sujets-là. Maintenant, en fait, nous, ce qu'on a observé, c'est que la santé mentale, c'est un vrai enjeu stratégique pour plusieurs raisons. La première, c'est que ça va avoir un impact massif sur l'attractivité des talents que vous souhaitez recruter. On vient le voir, mais en fait, c'est une vraie attente des collaborateurs. Et je ne vais pas reciter les stats qu'on a cités il y a quelques secondes, mais en tout cas, c'est un vrai point. Le deuxième pilier sur lequel on travaille énormément, c'est celui de la rétention. Comment je m'assure de garder dans le temps les femmes et les hommes qui travaillent dans mon entreprise avec beaucoup de succès. Aujourd'hui, ce qu'on observe aux US, par exemple, c'est qu'il y a 69% des millennials qui ont déjà quitté leur entreprise pour un sujet de santé mentale. Sur la génération Z, donc la génération la plus jeune, pardon, ça passe à 81%. Donc, c'est des stats qui sont énormes. Le troisième pilier qui en fait un réel enjeu stratégique pour l'entreprise, c'est la notion d'efficacité ou d'engagement. Je ne vais pas m'étendre des heures là-dessus, mais c'est en fait se dire, on a tous expérimenté une situation, qu'elle soit personnelle ou professionnelle, dans laquelle on ne se sentait pas bien, et donc nécessairement, on était moins productif, moins engagé au boulot, et c'est normal en fait. Et le dernier, pour mettre quelques chiffres aussi derrière cet enjeu stratégique pour les entreprises, c'est qu'il y a un vrai impact financier.
Certains d'entre vous l'ont peut-être entendu, j'ai communiqué sur le sujet récemment, mais il y a l'ONU qui vient de sortir un rapport assez énorme sur l'impact au global de la santé mentale dans le milieu du travail. Ce qu'on retient, c'est que dans le monde, il y a 12 milliards de journées de travail qui sont perdues chaque année en raison d'une mauvaise santé mentale. Donc nous, on a juste fait une petite rétro-analyse derrière pour se dire, en fait, si on prend un salaire moyen de chargé de 40 000 euros, 220 jours travaillés dans l'année, ça représente presque 2000 milliards d'euros qui sont perdus chaque année pour une entreprise. Et si on se met à l'échelle d'une entreprise de 500 personnes, ça fait 350 000 euros, quoi. Donc c'est un enjeu financier qui est massif et c'est pour ça que nous, on accompagne les équipes RH à l'inclure dans leur stratégie au global. Ouais, juste pour compléter, Pierre-Étienne, et sans vouloir te paraphraser, c'est clair que le sujet de la santé mentale est devenu un des sujets piliers de l'entreprise, qui est clairement pris par, je dis encore une fois, la direction des ressources humaines, mais aussi par les directions générales des entreprises, avec un objectif d'attractivité de nouveaux talents, de rétention des collaborateurs, bien évidemment. Maintenant, là, je vais être un peu provoque. On est dans un marché de l'emploi qui est assez tendu. On a du mal à recruter. Il vaut mieux éviter qu'un salarié parte parce que de facto, on a du mal à recruter. Donc, s'il y a un salarié qui part, il faut le remplacer. J'ai un peu peur que sur ces tendances-là, c'est un peu comme le sujet de la diversité et de l'inclusion. Et je le dis, encore une fois, je suis provoque en disant ça volontairement. Je veux pas que ce soit juste un coup, en fait, une histoire marketing de bah oui, en effet, aujourd'hui, on a un marché de l'emploi qui est tendu. Bah tiens, un des leviers qu'on peut mener, c'est le sujet de la santé mentale. Allez, on va faire des super promos de santé mentale dans notre entreprise, c'est trop cool. Et puis le jour où le marché va se retourner, où c'est plus le candidat qui va être droit, mais c'est l'entreprise qui va pouvoir choisir ses candidats parce qu'il y aura trop de candidats sur le marché, bah, est-ce qu'elles vont continuer à conserver cette dimension sociétale, ce bien-être de leurs salariés, ou alors elles diront bah, finalement on n'a plus rien à faire, plus besoin d'engager suffisamment d'argent parce que maintenant on peut attirer les talents hyper facilement. Donc qui partent, qui viennent, on s'en fiche et on revient sur nos travers des années 80-90. Donc voilà, moi je suis juste précautionneux par rapport à ça. J'espère sincèrement que c'est ancré maintenant dans nos référentiels pour les entreprises. Maintenant, voilà, je questionne sur l'avenir. Je pense que c'est un bon point. Si Jennifer, tu me laisses rebondir une minute sur ce point-là, il y a plusieurs choses que nous, on observe qui font que je crois qu'un retour en arrière est extrêmement compliqué sur le sujet. Le premier, c'est l'ensemble des transformations du monde du travail qu'on a connues ces 5 dernières années. Et je l'ajuste trois thématiques qui sont énormes pour moi, qui sont, un, la surconnexion. On a de plus en plus d'outils de travail, Slack, Notion, les mails, le téléphone, etc., qui font qu'on est surconnecté. Et ça, ce n'était pas le cas il y a ne serait-ce que 5-10 ans. Le deuxième, c'est tout ce qui est travail hybride. Avant, on était essentiellement dans des relations en direct, en personne. Et quand on sait que 93% de la communication passe par autre chose que des mots, on se rend compte que le télétravail et le travail hybride a nécessairement un impact là-dessus. Et le troisième, c'est effectivement le fait que l'équilibre, enfin, en tout cas, moi je préfère parler d'harmonie, mais la différence entre vie privée et vie professionnelle devient de plus en plus fine, ne serait-ce que par rapport à il y a 5 ans. Donc, je pense que le retour en arrière est compliqué, mais tu fais bien de le mettre en avant parce que ce sera aussi une responsabilité côté entreprise. Ouais, donc je questionne vachement. Après, tu disais, Pierre-Étienne, que le critère principal, alors je ne sais plus sur quelle génération, mais le critère principal maintenant pour rentrer dans l'entreprise, c'est le sujet de l'équilibre vie pro-vie perso, en tout cas la qualité de vie au travail proposée par l'entreprise, avant le salaire. Je sais pas, est-ce que dans 10 ans, on va pas être de nouveau à la quête d'avoir le meilleur salaire, le plus d'argent possible pour consommer. Voilà, c'est là où je questionne un peu notre évolution en fait à nous, et on le voit avec le Covid. On s'était tous dit super, on prend vachement nos responsabilités. Finalement, cette situation a presque fait du bien à l'humanité. Bon, allez, ça fait 2 ans maintenant qu'on est passé. Je pense qu'on a oublié pas mal de choses qu'on aurait pu conserver du Covid. Même s'il y a l'hybridation du travail qui est une bonne chose qui reste, ça c'est sûr. Il y a pas mal de choses qu'on a oubliées. Donc je le souhaite. On verra. Je vais prendre la tangente. C'est vrai on a une valeur chez Mocha, c'est l'optimisme insatiable. Donc, moi, je suis toujours extrêmement optimiste sur ce qui va se passer. Et pour donner un peu plus de concret là-dessus, il y a un bouquin que je vous conseille à tous qui décrit extrêmement bien ce que tu es en train de dire, Alexandre. C'est un bouquin qui s'appelle Le bug humain et qui en fait, explique qu'à partir du moment où on arrive à changer le référentiel social marqueur de richesse, qui aujourd'hui et depuis de nombreuses années est l'argent,
on va réussir à opérer une transformation durable. On voit aujourd'hui, je vais donner des exemples très basiques, là où il y a 10 ans, le PDG d'une entreprise du CAC 40 disait avec fierté qu'il allait passer le week-end à New York sur un yacht ou je ne sais quoi. C'est plus du tout le cas aujourd'hui et c'est l'inverse qui est en train de se produire. C'est quand on regarde le compte Insta je sais pas Instagram, mais apparemment, quand on regarde le compte Insta de Jennifer Lopez qui met des photos sur des yachts, elle se fait bâcher de partout. Et donc si jamais on arrive c'est la thèse du bouquin, Le bug humain, si jamais on arrive à transformer le marqueur social de richesse vers, par exemple, je sais pas, je consomme beaucoup moins de déchets, je sais pas, une santé mentale au top, etc. Et ben on arrivera potentiellement, je le crois, à changer ça. J'espère que tu dis vrai. En tout cas, ce que nous, on observe chez Chance, c'est que bon, on a beaucoup de personnes qui arrivent épuisées, qui ont beaucoup de stress, qui sont parfois en burn-out, et donc qu'on accompagne en fait pour lesquels on accompagne surtout à retrouver de la motivation et du sens, parce qu'on a beaucoup observé ça, une perte de sens et de motivation. Et on travaille autour de quatre piliers. Mais il est certain que le pilier financier, de toute façon, entre en compte et que ce n'est pas simplement la motivation, le sens, etc. C'est la porte d'entrée, c'est ce qui aujourd'hui pose le plus de questions et vers lequel les talents, on appelle les talents chez Chance, se redirigent. Mais quoi qu'il arrive, le pilier impératif, le financier, rentre quoi qu'il arrive en compte dans le choix de leur projet professionnel. Et même si aujourd'hui, c'est dans les études, c'est quelque chose qui arrive en deuxième position, c'est quand même quelque chose qui rentre en compte dans le choix, dans la définition de leur projet professionnel. Alors, est-ce que vous voulez ajouter autre chose sur ce sujet? Est-ce qu'on observe en entreprise que sur la problématique de manière générale sur la santé mentale en entreprise et le rôle des responsables des ressources humaines auprès de ce sujet? Ouais, Pierre-Étienne a évoqué rapidement aussi un point, c'est la surinformation ou l'usage intensif du digital et des mails. Alors, c'est assez particulier parce qu'aujourd'hui, nous, on le constate, un côté écosystème LabRH, beaucoup de startups sont des startups digitales, donc on répond à des problématiques de surconsommation de mails par du digital. Mais bon, je ferme la parenthèse. Mais néanmoins, c'est un vrai sujet d'entreprise. Il y a 10 ans, on n'avait pas autant de mails. Qui n'a pas eu un mail un jour reçu le samedi par son boss, juste en étant le destinataire principal? Donc, gros coup de pression quand on ouvre son téléphone, parce que maintenant, on a tous nos smartphones, et on a tous nos boîtes mail en général connectées sur nos smartphones, et on reçoit ça. Ou alors, on est dans des boucles mail à plus en finir qui fusent le dimanche soir. Et ça, c'est un vrai sujet aussi de pollution numérique, de pollution digitale. Et les entreprises doivent s'en emparer également pour rétablir cette santé mentale, puisque ça influe beaucoup, ça Pierre-Étienne, tu es mieux placé que moi, je pense, pour le mesurer, ça influe énormément sur la santé mentale, sur les situations de stress, d'angoisse que vivent les salariés dans les entreprises. C'est comment autoriser le droit à la déconnexion dans les entreprises. Et ça, le sujet n'est pas encore vraiment pris. On prend le sujet de la santé mentale par des plateformes de coaching, par l'accompagnement, sur tout ce qui est QVT aussi, sur faciliter la vie au global, parce que c'est ça la santé mentale. Mais sur ce sujet de droit à la déconnexion, j'ai l'impression qu'on ne le prend pas trop encore aujourd'hui. C'est vrai que ça dépend beaucoup des entreprises. Pour prendre un peu de hauteur, ça fait écho à une enquête qu'on avait réalisée il y a quelques temps avec Vendredi, donc on l'a réalisée en 2022, enfin début 2022, près de 790 entreprises, où on leur demandait, en fait, on demandait à leurs salariés quels étaient les sujets de santé mentale qui vous préoccupent le plus aujourd'hui. Et ce qui est ressorti, c'est effectivement en numéro un, la gestion de l'équilibre vie pro, vie perso, avec en filigrane ces questions de connexion. La deuxième, c'était tout ce qui vient autour de la gestion du stress. La troisième, c'est la quête de sens et la motivation. Quatrième, la gestion des émotions. Et cinquième, la parentalité. Donc c'est vrai qu'on observe quand même que cette thématique arrive très très haut. Je pense qu'on viendra dans la deuxième partie de l'échange sur des outils concrets pour l'éviter. Donc je ne vais pas m'étendre là-dessus tout de suite. Mais c'est vrai que ne serait-ce quand on regarde et faites chacun et chacune qui nous écoute aujourd'hui l'expérience du nombre de fois que vous déverrouillez votre téléphone sans raison particulière dans la journée, juste pour regarder en fait, hey, est-ce que j'ai pas un message? Moi, il y a une métaphore qu'on m'a citée qui m'a beaucoup parlé et qui
casse pas trois pattes à un canard, mais quand même, c'est de se dire, c'est exactement la même chose si vous étiez dans votre appartement et que toutes les 3 secondes, vous descendiez à la boîte aux lettres, voir si vous n'aviez pas quelque chose dans la boîte aux lettres. Ah non, j'ai rien. Bon, bah, je remonte. Ah non, j'ai rien. Et en fait, là, vous allez me dire, mais non, c'est pas pareil parce que je perds pas de temps. Et ça, on sous-estime énormément le temps de déconcentration lié au fait potentiellement juste de regarder le truc, d'avoir, etc. Donc, gardez cette métaphore en tête parce que moi, elle m'a beaucoup parlé. Je la garde, moi. Elle est sympa. Donc là, ça laisse présager quelques idées de solutions, hein, notamment sur la surinformation. Mais avant de passer aux solutions, aux bonnes pratiques, etc., est-ce qu'on peut revenir aussi sur le rôle des RH autour de la gestion de la santé mentale en entreprise? Qu'est-ce qu'on attend d'eux? Qu'est-ce qu'on observe aujourd'hui aussi sur le rôle qu'elles opèrent concernant la santé, le bien-être de leurs collaborateurs? Si tu veux, Alexandre, je prends la main et après je te laisse compléter. Euh, le... Déjà, nous, il y a quelque chose qu'on a énormément observé et qu'on oublie souvent, c'est que les équipes RH sont en première ligne, en fait. On a souvent tendance à... Pareil, je vais citer une autre métaphore, hein, peut-être un peu vaseuse, désolé pour ça, mais c'est exactement comme dans l'avion, commencez par mettre votre masque avant de mettre le masque de votre enfant ou du voisin. Et nous, ce qu'on a observé, c'est que les équipes RH étaient énormément sollicitées sur ces thématiques-là à titre personnel. Pendant le Covid, nous, ce qu'on observait, c'est toutes les équipes RH qu'on accompagnait, elles avaient en moyenne entre 8 et 10 visios par jour en one-one pour savoir comment les gens allaient, etc. Et du coup, elles prenaient beaucoup de charge mentale sur eux. Et donc, c'est vrai que ça faisait entre guillemets, une thématique à part entière qui est comment, en tant que RH, on prend soin de sa propre santé mentale. Et donc ça, nous, c'est vraiment ce qu'on a pu observer. Et pour moi, c'est la première chose à prendre en compte, c'est mieux se connaître déjà personnellement. Et derrière, on détaillera un peu le rôle des équipes RH là-dessus. Mais pour moi, ça commence vraiment, enfin, c'est toujours en 3 temps. C'est communiquer, prévenir, agir. Et peut-être, Alexandre, je te laisse la main et après, on pourra enchaîner. Ouais, le rôle des RH. Alors, le rôle n'était pas clair avant 2020 sur ce sujet-là. Personne s'en emparait réellement et ce n'était pas les RH qui s'en emparaient. Il est évident que la crise sanitaire a mis les RH au cœur même du sujet de la santé mentale et donc ont été mis au centre de l'organisation d'entreprise. Et c'est pour ça que maintenant les RH, on les voit de plus en plus dans des comités de direction, voire des comités exécutifs d'entreprise, et c'est très bien. Moi, je trouve que c'est une très bonne chose. Du coup, de facto, les RH se sont emparés du sujet et ils ont pour rôle, tu l'as dit, Pierre-Étienne, déjà de communiquer. Ce sont les RH qui ont cette responsabilité de diffuser la bonne parole, en quelque sorte, auprès de tous les salariés. Donc, ils l'ont fait quand même pendant pas mal de mois, on l'a vu hein, sur la gestion de la crise sanitaire. Et d'ailleurs, il y a eu des problèmes, c'est que il y a le sujet du care RH, si on parle de la santé mentale au global dans l'entreprise, mais la santé mentale des DRH, c'est encore un point d'interrogation parce que personne ne s'occupe de la santé mentale des RH dans les entreprises. Les RH s'occupent de la santé mentale de tous les salariés de l'entreprise, mais sauf d'eux-mêmes. Et donc, on voit aujourd'hui des RH qui sont eux-mêmes en burn-out, qui sont eux-mêmes sur des crises d'angoisse parce que, eh bien, dans la gestion de la crise sanitaire à l'époque, ils prenaient la responsabilité d'avoir des personnes malades, c'était de leur faute. Ils pensaient que c'était de leur responsabilité. Et aujourd'hui encore, quand il y a les choses qui ne vont pas dans l'organisation de l'entreprise sur les sujets de la santé, eh bien, pour eux, les RH pensent que c'est de leur responsabilité. Donc, il y a ce sujet du care RH qui pointe le bout de son nez. Et là, il n'y a pas de solution. Je suis preneur, ainsi, côté chance ou côté Mokaka, vous avez des retours là-dessus. Mais il n'y a pas une seule bonne pratique de care RH dans les organisations. Maintenant, sur les RH, encore une fois, il y a la dimension santé financière. On voit plus, il y a des questions, je vois en plus qui fusent sur le chat. Le sujet de la santé mentale et la santé financière, pour moi, c'est assez lié. C'est comment les RH doivent se prendre en considération des sujets d'autant plus importants, comme on l'a évoqué, la transition écologique qui amène des sources d'anxiété dans les entreprises, donc de la santé mentale. Les sujets financiers, parce qu'on le voit aujourd'hui, on a du mal à aller faire le plein dans les stations-service. On a du mal à boucler les fins de mois. On a une tension sur les salaires. Donc, c'est comment les RH vont pouvoir solutionner ça, parce que ça crée aussi de l'angoisse pour les salariés dans les entreprises, etc. Bon, bref, ça devient très complexe à gérer. Bon, c'est là où des solutions proposées par les startups peuvent être utiles.
Merci Alexandre. Est-ce que tu veux rebondir là-dessus, justement, Pierre-Étienne, sur ces solutions, sur ce que... Ouais, avec plaisir. Nous, c'est vrai qu'on a toujours pensé la chose en trois grandes parties. La première, c'est effectivement communiquer. La deuxième, c'est prévenir. Et la troisième, c'est agir. Euh, on a pensé ça comme ça parce que avant, en fait, quand on parlait de santé mentale, ça concernait peut-être 1 ou 2% des gens qui étaient atteints par une maladie mentale. Maintenant, en fait, ça concerne 100% des collaborateurs. Que ce soit justement ceux qui sont dans une zone rouge et qui sont peut-être déjà soit en burn-out, soit atteints de troubles dépressifs, etc. Ceux qui, si on prend la métaphore du feu de signalisation, qui sont dans une zone orange où justement il y a parfois des moments de haut et de bas, etc. Ou même ceux en fait qui sont dans une zone verte et qui se disent, par exemple, je deviens manager, je prends un nouveau poste, ça pose des questions sur ma confiance en moi, je me sens bien globalement, mais c'est normal en fait de se poser cette question. Donc ces trois temps pour nous, ils sont extrêmement importants parce que avant on était seulement dans la réaction, c'est-à-dire il se passe quelque chose et du coup je vais agir parce qu'il y a eu un burn-out, etc. Et maintenant vraiment le but c'est de prévenir le plus en amont possible. Il y a une notion autour de la prévention et je suis sûr que la majorité d'entre vous la connaissent, mais je la répète, c'est tout ce qui concerne la prévention primaire, secondaire et tertiaire. Donc, la prévention primaire, c'est vraiment de se dire, j'ai même pas identifié quelque chose, mais je le prends quand même à bras le corps. Par exemple, Alexandre, tu citais tout à l'heure le sujet de l'éco-anxiété. C'est une thématique. Aujourd'hui, on a identifié assez peu de risques qui ont eu lieu, c'est-à-dire de collaborateurs qui quittent une entreprise pour dire en fait, je trouve que mon entreprise ne respecte pas du tout ce principe et du coup, je pars. On commence à le voir, mais voilà. La prévention secondaire qui est je connais ce risque-là, mais je vais le prévenir alors même qu'il n'a pas eu lieu. Et la prévention tertiaire, c'est qu'il y a déjà eu un burn-out dans mon entreprise, je vais m'assurer qu'il n'en ait plus. Si je reviens sur cette notion de commencer par communiquer, pour moi, ça peut passer par deux choses. La première, c'est tout simplement en fait libérer la parole sur le sujet de la santé mentale. On le disait, c'était un sujet qui était très tabou il y a quelques temps, qu'il l'est beaucoup moins. Du jour au lendemain, ça a fait la une du Monde, etc. Tout le monde en parlait. Et juste le fait d'en parler en tant qu'RH, en tant que dirigeant, ça change complètement les choses. Je vais vous citer des exemples perso de ce que nous, on fait chez Mocha, par exemple, mais ça peut être très simple de parfois commencer un weekly un lundi matin en disant bah, en fait, je sais pas, ma fille a tel problème et du coup, ça me stresse et voilà, je suis moins focus. En fait, ça arrive. La deuxième notion autour de la communication, qui est très peu française, qui est beaucoup plus fait aux États-Unis, mais qu'on gagnerait à adopter en France, c'est la notion de célébrer aussi. Ce qu'on a observé dans les études qu'on a faites, c'est que le sujet de la reconnaissance avait un lien énorme avec la santé mentale d'une personne. Et aujourd'hui, c'est vrai qu'on observe dans la majorité des entreprises qu'on accompagne que ce sujet de reconnaissance, de célébration est encore assez peu mis en place et assez peu processisé. C'est quelque chose qui est très au bon vouloir de chacun, juste une tape dans l'épaule et c'était super, tu as fait du bon boulot. En fait, il faut que ça aille beaucoup plus loin que ça parce que ça a un impact assez massif dans la façon aussi de communiquer. Le deuxième, autour de la prévention, il y a trois grands sujets sur lesquels nous, on peut donner des exemples concrets et peut-être des choses actionnables. Le premier, c'est le droit à la déconnexion. Alexandre t'en a parlé tout à l'heure. Mais pour vous donner des petites actions concrètes de ce que nous, on peut faire chez Mocha, on utilise très régulièrement la fonction delay dans Google pour envoyer les emails avec du retard quand quelqu'un souhaite travailler plus tard pour quelque raison que ce soit. Voilà. La deuxième chose qu'on fait régulièrement, qui est sur la même, on fonctionne beaucoup comme un athlète et avec beaucoup de liens avec le sport, mais de se dire le fait d'avoir terminé et ce sentiment d'achèvement en fin de semaine est extrêmement important. Donc tous les vendredis après-midi, en fait, on n'a aucun meeting pour permettre à chaque personne de terminer concrètement sa semaine et de préparer la semaine d'après, juste pour pouvoir fermer son ordi et partir en week-end extrêmement libre. Et ça permet d'avoir aussi une déconnexion et on va pas s'étendre là-dessus parce qu'il y a énormément d'actions qu'on peut mettre en place. Et le troisième, bien sûr, sur la notion d'action, trois exemples concrets que je peux vous donner. Le premier, c'est de proposer des soutiens et des actions concrètes de formation pour les équipes. Ce qui arrive souvent, et vous avez peut-être eu la frustration dans vos équipes, mais ça peut être, on fait un questionnaire, on demande aux équipes comment elles se sentent, et puis derrière, en fait, ça nous prend un mois à l'analyser, on réfléchit aux actions, et en fait, 6 mois après, on agit. Et donc, c'est vrai que cette notion d'agir rapidement quand il y a un sujet est extrêmement importante. La deuxième, c'est de former les managers. Pourquoi particulièrement les managers? Parce que
Enfin, c'est pareil, c'est assez bateau, mais en fait, ils ont bien sûr un impact direct et indirect sur les équipes derrière. Donc, si vous les sensibilisez, vous aurez un effet qui est démultiplié au global sur l'entreprise. Et le dernier que nous, on a mis en place, c'est avoir ce qu'on peut appeler des champions, ou en tout cas des référents ou des porte-paroles, enfin, vous les appelez comme vous voulez, mais en interne, qui incarnent l'importance de la santé mentale, que ce soit en animant des ateliers, en faisant des déjeuners sur le sujet ou des choses comme ça. Voilà un peu pour essayer de donner une vision plus concrète sur la thématique. Et juste pour compléter ce que tu dis, Pierre-Étienne, je suis d'accord avec tout ce que tu as dit. Il y a plein de dispositifs et on peut en trouver d'autres. Après, il y a une chose essentielle, c'est que ça dépend beaucoup de l'ADN de l'entreprise et des dirigeants de l'entreprise. C'est-à-dire qu'on a beau mettre en place telle ou telle pratique, si c'est pas incarné en interne, si ça transpire pas dans les valeurs de l'entreprise, le truc il fait flop dans 6 mois, un an, parce que les dirigeants de l'entreprise ne l'incarnent pas. Et donc en fait, il y a une incarnation déjà à avoir au niveau de la direction générale. Tu parlais par exemple du système delay de Google. Si les dirigeants ne l'appliquent pas eux-mêmes, en fait, personne d'après l'appliquera si les dirigeants ne le font pas. Donc l'exemplarité doit être hyper importante. Pareil, tu es allé assez rapidement sur les managers. Les managers ont un rôle crucial et je vois un certain Quentin qui dit qu'en effet, tous les managers ont aussi cette responsabilité. C'est clair, ce n'est pas la responsabilité de que des RH, pardon, c'est la responsabilité de chacun et en particulier des managers qui sont les relais des RH dans les équipes au plus près des équipes opérationnelles. Donc il y a cette logique d'exemplarité qui est hyper importante et cela, ce sont pour le coup les RH qui doivent influer cette exemplarité, qui doivent par capillarité, aller irriguer cette exemplarité et d'aller être au plus proche des collaborateurs pour leur donner ces bonnes pratiques. Et puis après, je mettrais aussi un sujet qui, en fait, qui est un vieux sujet, mais qu'on oublie assez souvent, c'est le sujet de la confiance et de la transparence de l'entreprise. Si on ne crée pas ce climat de confiance et de transparence de l'entreprise, on aura beau mettre en place les plus beaux outils du monde, dépenser le plus d'argent possible pour déployer telle ou telle politique, ça ne fonctionnera pas. Et donc, il faut travailler sur la confiance dans l'entreprise. Je me rappelle un bouquin, c'était Et la confiance, bordel. Et tant qu'il n'y a pas la confiance, il ne peut rien se passer. Donc, il faut instaurer d'abord ça. Donc, il y a une vraie conduite du changement avant de mettre en place des outils, une vraie conduite du changement et d'accompagnement, confiance et transparence pour pouvoir permettre justement que la santé mentale soit réellement prise en compte dans l'entreprise. Et on revient à ce qu'on disait tout à l'heure, soit pérenne aussi. C'est-à-dire que ne s'arrête pas sur un effet de mode au bout d'un an, mais que dans 5 ans, 10 ans, ce soit encore au cœur des préoccupations. Merci à vous deux pour vos partages. Moi, sur le sujet sur lequel j'aimerais revenir, c'est aussi la notion de responsabilité des collaborateurs, qu'ils prennent en main aussi leur situation et qu'ils soient acteurs de leur carrière, de leur situation professionnelle. Et c'est vrai que chez Chance, par exemple, on les accompagne beaucoup à se questionner sur leur motivation dans le travail aujourd'hui, mais aussi sur leur équilibre, et les ajustements qu'ils peuvent apporter au sein de leur travail. Et plutôt que de se laisser un peu porter par ce qu'ils sont en train de vivre, c'est de vraiment se questionner et dire, en fait, faire le point sur aujourd'hui comment ils vivent et comment ils se sentent au sein de leur entreprise. Donc là, ça passe par une phase d'introspection et les coachs me remontent beaucoup que ça les chamboule parce qu'ils reviennent en fait sur des situations assez délicates qu'ils ont laissé un peu passer. Et l'idée, c'est vraiment qu'ils reprennent un peu la main sur leur carrière et qu'ils reviennent, alors, qu'est-ce que je fais au quotidien? Quels sont mes impératifs? Est-ce que mon équilibre est satisfait ou pas? Quel est l'impact que j'ai aujourd'hui? Est-ce que ce sens a du sens pour moi? Est-ce que je suis alignée avec ce que je fais? Et en fait, on travaille autour aussi de l'environnement de travail. Est-ce que j'ai le bon niveau d'autonomie, de confiance? Est-ce que je me sens à l'écoute? Est-ce que l'ambiance est adaptée avec ce que j'ai envie d'avoir au quotidien? C'est vrai qu'en travaillant sur ces 4 piliers de travail, on remet aussi la personne au responsable de sa carrière et de son bien-être aussi en entreprise. Donc, c'est à la fois l'entreprise, comme vous l'avez dit, et à tous les niveaux, mais aussi le salarié lui-même qui peut aussi se responsabiliser et devenir plus acteur de ce qu'il vit aussi au quotidien au sein de son entreprise. Est-ce que vous voulez ajouter quelque chose avant qu'on passe à la session de questions-réponses? Du coup, est-ce qu'on peut réagir, Jennifer, ou pas sur les chats? Ou pas encore? Oui, bien sûr, on peut y aller. Non, je reprends les derniers.
Attends, je voulais réagir sur un truc. Ah oui, voilà, c'est Denis qui disait que la formation est clé, mais le rôle du dirigeant et des RH est clé. C'est une posture d'écoute qui doit être affichée afin que la parole se libère facilement. Et l'entreprise ne peut et ne doit pas tout aux employés en souffrance. Alors, je trouve que c'est intéressant, en fait, comme remarque, on peut se poser la question de, attention, en effet, de ne pas stigmatiser des salariés qui sont en souffrance et de ne pas créer des communautés de salariés en souffrance et les autres qui, finalement, vivent bien leur vie. Parce qu'à un moment donné, on aurait peut-être naturellement tendance à délaisser les salariés qui vont bien, en disant, bah, eux, ils vont bien, on ne va pas y toucher. On va s'occuper que de ceux qui vont mal. Ben oui, mais ceux qui vont bien, il faut détecter les signaux faibles. Donc, il faut être hyper vigilant aussi à, comment dire, pas à juger, mais à s'occuper des personnes de la même manière, que ce soit hyper équitable. Et c'est la même chose, en fait, sur les sujets de diversité et d'inclusion. On ne va pas considérer un handicapé, par exemple, qu'on va recruter de manière différente d'un autre salarié, tout simplement parce qu'il est handicapé. Donc, il ne faut pas stigmatiser des sortes de communautés dans la gestion. Et ça, c'est hyper important. Et c'est au RH d'apporter une façon de faire, une façon de composer avec les différents salariés de l'entreprise, qui soient bien ou pas bien dans l'entreprise. Voilà, je voulais rebondir sur le chat de Denis. Et j'enchaîne avec une question de Charlotte qui était les jeunes salariés souhaitent qu'on leur propose un cadre de vie sain, équilibré et bienveillant. Veulent-ils et doit-on pour autant aller jusqu'à leur proposer un programme, une politique sur la santé mentale? Je pense que c'est une très bonne question parce que nous, pour vous refaire rapidement, en fait, je pense que sur les plus de 150 entreprises qu'on accompagne, on a dû avoir au minimum dans 80% du temps la question de la légitimité, en fait. Est-ce que c'est le rôle de l'entreprise de prendre la parole sur le sujet? Est-ce que mes salariés voudront être accompagnés là-dessus? Donc, on peut avoir plein de réponses conceptuelles. Nous, ce qu'on a fait, c'est que juste on leur a posé la question. Et effectivement, il y a 88% des salariés qui ont répondu, moi, en fait, j'ai envie que mon entreprise prenne des actions sur les sujets de santé mentale. Donc ça, c'est un premier point. Et la deuxième chose qu'on mesure, c'est la réaction du collaborateur ou de la collaboratrice au moment où on lance Moka. On leur pose la question, comment percevez-vous l'action de votre entreprise sur cette thématique-là? Et la meilleure réponse, c'est génial. Et aujourd'hui, il y a 91% des gens qui répondent ça. Et dans les 9% restants, il y en a qui répondent très bien. Et il y en a, je ne sais plus, c'est seulement 1 ou 2% qui répondent de façon neutre. Mais on a très peu de réponses négatives. Donc ça, je pense que c'est une réponse, une première partie de réponse. Et la deuxième partie de réponse, Charlotte, je pense que c'est ce qu'on disait tout à l'heure. En fait, il faut que ce soit cohérent avec la culture de l'entreprise au global. Typiquement, si ce que disait Alexandre, si vous avez une culture qui est, je vais caricaturer volontairement, mais qui est walk or die, très violente, presque dans la manière de fonctionner, etc. Et que du jour au lendemain, vous dites, bon, bah, on va prendre soin de vous, on va mettre en place une politique de santé mentale, etc. Ce sera nécessairement dissonant avec la culture. Et donc, je pense qu'il y a obligation d'avoir une implication des équipes RH et des dirigeants sur le sujet. Merci à vous deux. Est-ce que, Tariq, tu as vu d'autres messages dans le chat auxquels on pourrait répondre, des commentaires ou des questions? Il y a une question de Codin Chola qui pose la question suivante. Concrètement, c'est quoi gérer la santé financière des employés? Comment ça se traduit? Donc ça, c'est une question pour moi, j'imagine, peut-être, parce que j'ai évoqué. Alors, en fait, on s'est rendu compte, non, côté Lab RH, donc vous avez compris qu'on a un écosystème de start-up. Vous avez des exemples là, à ce webinaire. Donc, toute start-up qui se crée sur quelque chose de spécifique, ça veut dire qu'elle répond à un besoin d'une entreprise. Et on voit depuis un an des start-up qui se créent autour du sujet de la santé financière dans l'entreprise. Et la santé financière dans l'entreprise, c'est quoi? Pour moi, il y a 3 niveaux. Il y a le premier niveau, je l'ai dit tout à l'heure, on est dans une situation quand même assez tendue. Pouvoir d'achat des salariés est une vraie préoccupation. Beaucoup de salariés ont du mal à boucler les fins de mois. Il est difficile pour un salarié parfois d'attendre le 30 du mois ou le 31 du mois pour être payé de son salaire, sachant qu'il a des traites et qu'il a, je sais pas, un crédit, un loyer ou autre dépense qui arrive le 20 ou le 25 du mois. Donc, c'est pouvoir donner la liberté à un salarié à tout moment d'appuyer sur un bouton et de dire bah, j'ai travaillé là jusqu'au 18, je suis payé jusqu'au 18. Et après, je vais continuer à travailler, bien évidemment, et je serai payé le reste. Donc, c'est pouvoir déclencher son salaire. Donc, ça, c'est le premier niveau. Deuxième niveau, et c'est là où il y a un engagement, en fait, ou un rôle sociétal de l'entreprise, tout comme sur le sujet de la santé mentale, c'est de dire aujourd'hui, l'entreprise, encore une fois, prend une compétence du marché,
prend une personne et la fait travailler chez elle. C'est à l'entreprise de l'accompagner sur le sujet d'épargne. C'est à l'entreprise de sensibiliser la personne et lui dire, tiens, tu es chez moi là aujourd'hui, tu devrais épargner. Alors, je ne dis pas que toutes les entreprises ont la possibilité d'ouvrir des plans d'épargne entreprise, etc., mais au moins les sensibiliser sur des leviers qui pourraient être offerts aux salariés pour pouvoir épargner chaque mois un tout petit peu d'argent et pour avoir un confort financier supplémentaire à la fin de l'année. Et troisième volet, parce que c'est un sujet, en tout cas aujourd'hui en France, c'est le sujet des retraites. C'est en effet, et c'est une situation un peu d'angoisse aussi hein, pour les salariés. C'est OK, combien de temps je vais travailler? Et puis, quand je serai à la retraite, en fait, est-ce que je vais percevoir une retraite? Si oui, quel montant, etc. Ben, c'est comment aujourd'hui l'entreprise dans laquelle le salarié travaille et qui se pose cette question va pouvoir l'aider à préparer sa retraite qui va avoir lieu, moi j'ai 43 ans, qui va peut-être avoir lieu dans 25 ans pour moi. Et donc, j'ai encore beaucoup de chemin à parcourir. Donc voilà, pour moi, c'est ça le sujet de la santé financière. J'espère avoir répondu à la question. Merci Alexandre. Oui, Quentin, je pense que c'était Quentin qui en parlait, qui te remercie. Peut-être juste pour revenir là sur la question, c'était de Charlotte et je crois que Laure avait posé une question au début sensiblement identique sur l'équilibre vie pro, vie perso. Là, tu disais, Pierre-Étienne, que c'était la première question de choix presque d'un candidat de regarder ça. La question, c'est est-ce que ça concerne surtout le rythme de travail, télétravail, choix des horaires et autres? Par exemple, tu parlais du vendredi après-midi à partir de 15h, plus de réunions. Nous, la BRH, on a mis le vendredi libre. C'est-à-dire le vendredi après-midi, chacun fait ce qu'il veut. Soit il rattrape son retard de la semaine, soit il va se former, soit il va lire des choses qui sont intéressantes, soit tout simplement il va prendre son train plus tôt parce que ça coûte moins cher de prendre son train à 14h30 qu'à 18h30 un vendredi. Donc, c'est d'apporter de la liberté. Donc, est-ce que c'est ça l'équilibre de vie ou est-ce que c'est la mise en place de programmes en interne dans l'entreprise qui préservent la santé mentale de l'entreprise? Juste pour répondre, et après je vais te laisser rebondir Pierre-Étienne, pour moi c'est comme pour tout, c'est une question d'équilibre. Et c'est aussi, il faut être droit dans ses bottes. C'est moi en tant qu'entreprise, quelles sont les valeurs de mon entreprise et comment je les incarne. Si mon entreprise c'est de dire, ben non, à 18h, il faut que mes salariés soient là, je ne vais pas lancer un faux truc, lui dire c'est bon, à 18h, enfin le vendredi après-midi, il n'y a pas de réunion. Je vais vous donner un exemple, et je ne vais pas citer l'entreprise. Il y a une entreprise qui avait dit pour faire cool, alors on n'est pas sur le sujet de la santé mentale, on est sur le sujet de la QVT, et je vais faire un peu de baby-foot washing. C'était cool, on va mettre un baby-foot hein, pour qu'il y ait un équilibre de vie professionnel et qu'on puisse se détendre au boulot. Véridique, hein. Un vendredi après-midi à 18h, des salariés se sont dit, bah, tiens, on va se faire une partie de baby-foot. Il y a un manager qui est sorti de son bureau en disant, mais c'est quoi ce bordel, permettez-moi, vous faites trop de bruit, il faut arrêter. Ben oui, mais là, c'est pas normal. Donc, ça veut dire que les managers et donc la direction n'incarnent pas la prise de position. Et à côté de ça, on met des dispositifs qui sont censés améliorer la qualité de vie au travail des salariés, mais qui en fait ne sont pas du tout incarnés. Donc, il faut être super vigilant. C'est pour ça que je parle de juste équilibre. Il faut être super vigilant entre l'historique de la boîte, l'ADN de l'entreprise, les valeurs de l'entreprise, la position de la direction générale, ce qu'incarnent les managers dans leur strat, pour après pouvoir mettre en place des sujets. Alors, est-ce que c'est choix des horaires? Est-ce que c'est du 100% télétravail? Est-ce que c'est la mise en place de programmes préservant la santé mentale de l'entreprise? J'en sais rien, mais il faut trouver le bon équilibre dans tout ça. Juste pour se compléter et aller peut-être dans un autre registre, moi, c'est un sujet contre lequel je m'élève beaucoup et j'ai pas mal écrit sur la thématique. J'aime pas parler d'équilibre de vie pro-perso. Parce qu'en fait, la notion même d'équilibre implique le déséquilibre. C'est-à-dire que souvent, l'équilibre, c'est une balance, si jamais on devait faire une métaphore par une image, et on considère que dans cette balance, d'un côté, il y a la vie personnelle et de l'autre, il y a la vie professionnelle. Et donc, c'est toujours un équilibre qui est extrêmement instable. Moi, je préfère parler d'harmonie, et je vais vous expliquer pourquoi. D'harmonie entre la vie personnelle et la vie professionnelle. Et pour moi, ça change vraiment tout dans la façon de concevoir la chose. L'harmonie, par exemple, en musique, c'est quand deux notes sonnent bien ensemble. Et en fait, si on considère le fait que quand on observe nos vies, il n'y a pas de vie personnelle, vie professionnelle. En fait, aujourd'hui, c'est une succession de choses et on n'est qu'une personne. On n'est pas une personne au travail, une personne dans sa vie perso. Et je vais vous donner un exemple concret
pour vous permettre de figurer cette notion d'harmonie. Par exemple, quelqu'un qui, dans sa vie personnelle, je ne sais pas moi, est marathonien, et ben nécessairement, ça aura un impact sur sa capacité de résilience dans le milieu professionnel. Je disais en introduction, j'avais une petite fille, je n'ai pas dit, mais elle a 1 an. Ben, nécessairement, en fait, ça m'a poussé à beaucoup mieux m'organiser et à gagner en compétences dans ma vie professionnelle. À l'inverse, quelqu'un qui, dans sa vie professionnelle, aura fait une formation sur la prise en parole en public, eh ben, sera peut-être beaucoup plus à l'aise pour, dans un déjeuner ou un dîner de famille, exprimer une opinion qu'il a sur un sujet qu'il n'osait pas exprimer auparavant. Et c'est pour ça que je préfère vraiment parler de cette notion d'harmonie qui permet d'imbriquer les deux, beaucoup plus que de chercher à les éloigner, ce qui est pas cohérent avec ce qui est devenu, entre guillemets, la vie professionnelle. Et autant avant, quand on disait, OK, je travaillais, je sais pas, aux 35 heures, j'avais pas d'ordinateur, donc dès que je pliais mon ordi, hop, c'était fait, il y avait effectivement 2 mondes. Aujourd'hui, c'est plus du tout le cas et je vous invite à réfléchir à cette notion d'harmonie. Merci Pierre-Étienne. Et oui, je rebondis là-dessus. En effet, en fait, le travail et la vie personnelle sont des vases communicants, finalement. L'un s'imbrique dans l'autre et l'idée, c'est de trouver sa bonne combinaison, sa bonne harmonie. Peut-être que pour certaines personnes, le travail prendra plus de place que la vie perso, peu importe. En tout cas, l'idée, c'est de trouver le bon ajustement entre les différents domaines de sa vie. On parle de 10 domaines différents, la famille, les amis, le travail, etc. Et au final, c'est trouver la bonne combinaison qui nous convient à chacun et qui permet à toute personne de s'épanouir au quotidien. Et tiens, je vais rebondir sur la remarque de Constance. C'est vrai que le sujet de la santé mentale, et c'est peut-être un point intéressant, c'est qu'on est dans une ère de l'hyper-personnalisation. On a tous, encore une fois, nos smartphones. On reçoit tous les informations qui nous intéressent, nous, personnellement. Les musiques qui nous intéressent. Quand on est sur Netflix, on nous pousse les séries qui nous intéressent et qui, a priori, nous intéressent. Et je pense que sur le sujet de la santé mentale, c'est la même chose. Un salarié A n'a pas les mêmes attentes qu'un salarié B. Et c'est toute la difficulté pour l'entreprise. Ce n'est pas forcément de déployer un standard de sujet de santé mentale dans l'entreprise. C'est comment réussir à répondre à des problématiques presque individuelles des salariés qui composent son entreprise. Et donc, sur cette logique de personnalisation, je ne sais pas comment y répondre. C'est là où c'est complexe. Mais les RH ont aussi, encore une fois, un rôle à jouer là-dedans. Merci Alexandre. Est-ce que Tariq, il y a d'autres commentaires, questions? Je pense qu'on peut souligner une remarque de Sophie Charieux, notamment pour Alexandre, qui partage la notion d'exemplarité, mais il est essentiel aussi d'associer les collaborateurs à la conception et mise en œuvre des bonnes pratiques. Je ne sais pas si tu veux rebondir là-dessus. Attends, c'est quoi? Est-ce que les anciens, c'est ça? J'ai entendu anciens? Alors, je te redis ça. Ah non, oui, ok, Alexandre, je partage la notion d'exemplarité, mais il est essentiel aussi d'associer les collaborateurs à la conception. Oui, bien sûr, ouais, tout à fait. Mais je crois que Pierre-Étienne l'avait évoqué tout à l'heure. Qu'à un moment donné, c'est jamais que du descendant. C'est pas parce que la direction générale adopte certaines façons de faire, puis les managers, qu'après les collaborateurs sont obligés de l'appliquer. On est dans une logique collaborative. C'est comment en pure intelligence collective, mais ça, encore une fois, ça dépend vachement de l'ADN de l'entreprise. Comment faire participer les collaborateurs à la conception et à la mise en œuvre de ces bonnes pratiques. Et en effet, il ne faut pas qu'à un moment donné, ça soit une cellule restreinte de top dirigeants qui sont dit tiens, pour répondre au sujet de la santé mentale, on va déployer tel truc, et après on balance un peu un pavé dans la mare en disant on verra si ça marche ou si ça ne marche pas. On revient à ce qu'on disait tout à l'heure, si vous pouvez déployer les plus beaux outils qui soient, ou penser être le plus beau outil ou dépenser le plus d'argent, si derrière il n'y a pas l'adhésion de tous les collaborateurs aussi là-dedans, ça ne marchera pas, quoi. Donc bien évidemment, il faut faire appel à toutes les strates de l'entreprise dans la conception et l'approche sur ce sujet de la santé mentale. Et après, juste pour rassurer aussi sur ce point-là, parce qu'il peut y avoir, moi, là, si je me positionne plus en tant que dirigeant, parfois j'ai un peu une espèce d'injonction contradictoire entre me dire j'ai envie d'agir sur le sujet. Et justement, comme tu le dis, Alexandre, je partage complètement le fait que on ne peut pas agir sur 10 000 sujets en même temps parce que derrière, il faut pouvoir s'y impliquer, donner du temps. C'est aussi notre rôle, Mocha, et il y en a plein d'autres, mais en tout cas, de vous guider sur quelles sont les bonnes étapes
pour le faire et regarder sur Internet. Nous, on a écrit beaucoup d'articles sur la question pour se dire, OK, comment je vous fais gagner aussi du temps? Parce que le but, c'est pas que vous réinventiez la roue à chaque fois sur comment on va communiquer sur la santé mentale, à quelle échéance, etc., à quelle fréquence. On a défini, entre guillemets, des playbooks, désolé pour le franglais, mais qui permettent de savoir à quel moment et de quelle manière communiquer sur le sujet. Ouais, ça, c'est peut-être juste un message à faire passer au RH. Et nous, la BRH, on est à fond là-dedans. Allez voir ces fameuses startups, ces entreprises qui vous proposent des solutions parce qu'elles peuvent vraiment vous accompagner là-dedans. N'essayez pas de faire ça dans votre coin. Essayez vraiment de vous entourer de ces startups, de ces entreprises qui peuvent vous aider à répondre à une problématique et à construire votre plan de route parce qu'elles maîtrisent quand même bien leur sujet. Donc, je vais insister là-dessus. Chercher les startups. Il y a d'autres points que tu vois? Je pense qu'on est pas mal. Si vous avez d'autres questions dans le chat, c'est le moment. Sinon, je pense qu'on a répondu à la plupart des remarques et questions pertinentes qu'on a pu avoir durant l'heure. Donc, Super. je pense qu'on est pas mal. Je vois Caroline qui est en train de taper. Peut-être qu'elle aura peut-être une question. Mais sinon, je pense qu'on a fait le tour. Je ne sais pas si vous voulez rajouter quelque chose de votre point de vue. Pour suivre ce que disait Alexandre, oui, c'est vrai que nous, chez Chance, l'idée, c'est d'accompagner à retrouver la motivation, le sens et de se responsabiliser vis-à-vis de son travail. Hein. C'est cette idée de faire venir aussi de la part des collaborateurs des idées, des ajustements, des façons de faire différemment pour mieux vivre en fait son quotidien, son bien-être au travail. Et de travailler non pas seulement sur ce que je fais au quotidien, mais aussi sur mes impératifs, qu'est-ce qui est nécessaire à ma bonne harmonie, hein, pour reprendre le mot de Pierre-Étienne, mais aussi quel sens, quel impact je veux avoir au quotidien, quel environnement de travail quel est le bon environnement de travail pour moi, et à quel niveau j'ai besoin d'être écouté, le niveau de confiance, d'autonomie, etc. Enfin, voilà, nous, l'idée, c'est de faire en sorte que le collaborateur reprenne en main sa carrière et propose des choses aussi au RH en ce sens. Je me permets de faire un tout petit peu d'autopromotion, mais c'est avec beaucoup de startups qui se sont impliquées aussi dans cet ouvrage. Et que nous, LabRH, avec l'écosystème du LabRH, on a sorti un ouvrage qui s'appelle Innovation RH et managériale, qui regroupe un peu plus de 70 cas pratiques d'entreprises et de startups qui ont pu résoudre des problématiques et entre autres des problématiques sur les postures managériales, puisqu'on parlait des managers, et les sujets autour de la santé mentale. Donc n'hésitez pas à aller consulter cet ouvrage aux éditions EMS. Est-ce qu'il y a d'autres partages dans le chat? Carole Mola, Innovation RH et managériale. On va vous repartager de toute façon tous les liens, les livres aussi. Je vais vous le mettre dans le chat. Et Caroline, pour répondre à votre question sur les startups qui développent des outils en lien avec la santé financière, il y en a effectivement beaucoup, que ce soit, parfois c'est directement intégré. Ce que citait Alexandre, le fait d'avoir par exemple des avances sur salaire, parfois c'est directement intégré dans vos logiciels de paye. Typiquement ceux qui utilisent Payfit, je crois que c'est intégré dedans. Et sinon, il y a une startup qui fait ça très bien que moi je connais, qui s'appelle Rosalie. Vous pouvez regarder, mais il y en a plusieurs autres. Donc, n'hésitez pas à aller voir ce qu'ils font. C'est souvent extrêmement simple d'intégration et ça permet d'adresser ce point si c'est un sujet qui pose question dans votre entreprise. Je vous partage les liens si vous voulez poursuivre les discussions, allez vous informer sur les livres, ce qui existe aujourd'hui comme solution. Je vous partage des liens sur le chat, hein, pour si vous voulez prendre contact avec nous, en discuter davantage. Voilà. Et si vous n'avez, il ne reste plus qu'une minute pour dire peut-être merci à tous d'avoir participé. Peut-être le petit mot de la fin de votre côté, Alexandre et Pierre-Étienne. Vas-y, Alexandre. Toujours difficile le mot de la fin. Non, je pense que les RH ont raté plusieurs tournants depuis de nombreuses décennies. Le dernier tournant que les RH ont raté, c'est le digital.
il y a 15-20 ans. Et je pense qu'aujourd'hui, les RH ont vraiment les clés pour prendre de nouveaux sujets stratégiques pour l'entreprise, dont le sujet de la santé mentale. Et donc voilà, donc ça, il faut que les RH s'en emparent. Il ne faut pas que ce soit une autre direction qui s'en empare. Moi, le mot de la fin, c'est quelque chose de plus simple et peut-être un peu plus émotionnel, mais juste pour vous refigurer dans l'état d'esprit dans lequel on était quand on lance Moka en janvier 2020 et qu'on commence à parler de santé mentale, tout le monde nous prenait pour des fous. Enfin, c'était une époque où vraiment arriver avec ce terme-là, c'était perçu extrêmement bizarrement. 4 mois après, ça fait la une du Monde, tout le monde en parle, etc. Et aujourd'hui, moi, je suis personnellement ultra touché et heureux que ce soit une thématique dont on parle librement. Nous, on commence à avoir beaucoup d'expérience sur le sujet, mais on voit plein d'entreprises là, qui ont quelques mois qui se lancent sur la thématique. C'est devenu une vraie thématique en Europe. Et donc, pour nous, c'est aussi top de voir des entreprises qui, comme vous, là, aujourd'hui, et des gens qui viennent assister à ce type de discussion, ce qui n'était pas du tout le cas il y a 3 ans. Merci Alexandre et merci Pierre-Étienne. Nous arrivons à la fin de ce live et merci à tous les participants qui ont échangé sur le chat. Donc vous pourrez retrouver ce live, hein, on va vous l'envoyer à la suite juste après cet événement. Et donc si vous avez d'autres questions, n'hésitez pas à revenir vers nous. Et je vous souhaite à tous une très bonne journée, une très bonne continuation et prenez soin de vous et de vos collaborateurs. Merci. Au revoir à tous.